souvent que la formation révèle l'aptitude, mais que le terrain révèle la compétence. C'est quelque chose, je pense que Thierry Marx ne me contredira pas. C'est une pensée effectivement importante, c'est-à-dire que la formation ne suffit pas forcément. Il y a quand même un élément important qui est le faire, le savoir-faire. Oui, mais justement, on peut accompagner aussi toutes ces personnes-là sur des formations courtes, en alternance, qui allient la formation plus le métier. Donc généralement, ils sont une semaine en formation, et 3 semaines après, tout dépend, et 3 semaines sur site, en fait, en entreprise. Ouais. Et ça marche très bien, parce que ils en sont fortement contents. D'accord. Ils apprennent plus rapidement. Est-ce qu'on peut dire que la formation est un vecteur de fidélisation de ses employés? Ça reste important aujourd'hui, la formation dans le monde du travail. Vous, David, quand vous avez un collaborateur qui a besoin d'être formé, je suppose que vous l'emmenez effectivement vers la formation. C'est un juste retour de choses, oui, on a été formé. Moi j'ai commencé en apprentissage, c'est juste redonner ce qu'on vous a donné, c'est un métier géant à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on part du début jusqu'à place de chef, c'est vraiment très très intéressant. Et puis c'est valorisant. Et c'est un outil de fidélisation où vous pouvez mesurer que vos collaborateurs sont plus enclins à rester fidèles à leur fonction, à leur poste. Non, mais on s'en fiche un peu, c'est pas le sujet. D'accord. C'est même pas le sujet. Ce qui compte, c'est que la formation et le métier soient un moteur d'inclusion. Fidélisation, de toute façon, c'est un circuit extrêmement court, là. L'hôtellerie-restauration, on voit revenir dans nos maisons. Vous ne pouvez pas faire évoluer une personne dans une maison jusqu'au poste de chef, alors que vous avez déjà tout un niveau de hiérarchie qui est déjà en place. Donc, mais d'avoir formé quelqu'un, de lui avoir donné des compétences pour faire de lui un homme libre, pouvoir circuler comme il veut dans cette profession et véhiculer une bonne image de votre maison et peut-être un jour revenir dans une hiérarchie. Mais ce qui compte de défendre, c'est que la formation et la professionnalisation est un moteur d'inclusion. C'est ça qui est essentiel dans une société où on manque de 200 000 postes dans notre profession. Ouais. Ah ouais. C'est que ce soit un moteur d'inclusion. Parce que beaucoup de nos confrères nous disent mais il y a des gens qui sont inscrits à Pôle emploi, pourquoi ils ne sont pas à l'emploi? Moi j'ai des emplois à protéger, à leur proposer, même avec des compétences faibles, on les fera monter en compétences. Ouais. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Il faut s'interroger. Mais en tout cas, c'est un moteur d'inclusion, pas un moteur de fidélisation. Donc, la fidélisation, c'est dans le partage de la valeur. Donc quand le président Macron dit il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un emploi de l'autre côté de la rue, chez un boulanger ou chez un restaurateur. Non, mais la formule est audacieuse, mais difficile à comprendre. Moi, je peux l'entendre, mais il y a des personnes qui ont choisi d'être jardiniers et on ne peut pas leur proposer d'être cuisinier, si ce n'est en passant par ce moteur d'inclusion qu'est la formation professionnelle. Et le président Macron a beaucoup défendu la formation professionnelle au travers des lois de Muriel Pénicaud. Si on parle emploi, on peut aussi parler transition énergétique. Je pense que ça en fait partie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une sensibilisation forte qui doit être apportée par l'employeur auprès de leurs collaborateurs sur justement la gestion de l'énergie dans son établissement, que ce soit les chambres froides, que ce soit les pianos, que ce soit les fours, enfin il y a les lumières. Tout bêtement la valorisation de tous les produits. Vous épluchez une carotte, vous la passez dans un fond de sauce. On ne perd rien en cuisine. Si c'est bien géré, les poubelles devraient être quasiment vides. Elles ne le sont pas obligatoirement, mais quasiment vides. On ne jette rien. Voilà. C'est le retour au bon sens, comme faisaient nos grands-parents. C'est vraiment le retour au bon sens. Voilà. L'UMI travaille avec pas mal de détermination sur l'impact social, bien sûr, sur l'attractivité métier, mais sur l'impact environnemental. Quand vous parlez d'énergie, c'est presque pas suffisant. Les ingrédients les plus chers de nos entreprises aujourd'hui, ça va être l'eau, l'électricité et le gaz. Donc ça veut dire qu'il faut travailler, sur une nouvelle façon d'approcher le métier. Pourquoi on continue à cuire des asperges dans 10 litres d'eau? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Un légume, c'est 80% d'eau. Donc il va falloir apprendre aussi à travailler différemment pour éviter évidemment que des entreprises disparaissent parce qu'elles ne maîtriseraient pas leur coût d'énergie. On a vu une augmentation de l'énergie cette année qui a été plus que folle, x5, x10, donc ce qui a complètement fait perdre pied à des entreprises. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont en dépôt de bilan parce qu'ils ne peuvent pas payer la facture d'énergie. L'UMI s'est beaucoup battu autour de ça et se bat encore beaucoup pour sauver des entreprises. Mais il n'empêche que sur le fond, il faut travailler sur l'impact environnemental de l'entreprise. C'est quoi un restaurant demain? C'est quoi un hôtel demain?
quelle énergie il va utiliser, quelle façon de travailler, quels matériaux il va utiliser dans sa cuisine. Tout ça, c'est un travail qu'on fait avec l'Université de Paris-Saclay sur gastronomie demain, 2050, 2070, c'est quoi, avec qui et comment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le programme pédagogique des écoles, il va falloir travailler sur la cuisson des légumes, la cuisson du poisson, les pêches raréfiées finalement, la flexitarisation de l'alimentation, parce qu'on ne peut pas pouvoir continuer avec une protéine animale aussi dense sur cette planète. Donc tout ça, ça nécessite de prendre des actions fortes sur le long terme et pas sur le court terme. Donc ça veut dire que la formation a un rôle à jouer effectivement là-dedans. Et le chef d'entreprise, de toute façon, lui, sera contraint. Vous avez la loi sur les biodéchets en 2024. Cette loi, vous ne pouvez pas la contourner. Les villes elles-mêmes ne sont pas prêtes encore, mais les entreprises, bien souvent, et notamment les gens qui sont accompagnés par l'UMI, sont accompagnés sur les biodéchets. Et la méthanisation de ces biodéchets probablement un jour. Donc c'est une évolution permanente auquel effectivement. Et ce qui n'évolue pas meurt, c'est la physico-chimie. Ce qui n'évolue pas meurt, c'est du darwinisme pur. On n'y peut rien, c'est comme ça. Bon bah écoutez, en tout cas on a brossé un petit peu le sujet concernant l'employabilité. Je tiens à vous remercier pour ce temps d'échange autour d'un comptoir. Voilà, en tout cas, moi j'ai retenu une chose, c'est qu'on peut être accompagné bien évidemment avec son syndicat, l'UMIH, qui est capable de pouvoir effectivement, que ce soit en matière de formation, de conseil, mais aussi de prospective, parce que ça fait partie aussi des éléments. Il faut voir demain. Vous êtes là. J'oublie pas non plus les autres organismes consulaires et autres coachs. Voilà, donc on est tous là pour pouvoir essayer de maintenir le métier et l'avenir de ce métier, parce que ça reste quand même un moment, et on l'entend à l'instant avec les Franco, ça reste un moment très convivial, parce que ça reste aussi un moment de lien entre les gens, les acteurs, que ce soit le personnel et les chefs d'entreprise. Dernière étude qui a été faite par l'INSEE, le premier lieu où on se retrouve, c'est le café-restaurant. Avant les salles de sport et autres. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'en fait, on voit le nombre de cafés, bars, brasseries dans nos campagnes qui ont disparu, et alors que ça restait quand même un des rares liens. Oui, mais ça réapparaîtra. Ça reviendra. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que les campagnes ne vont plus être des campagnes, les villes saturent, donc il va falloir redistribuer dans le milieu, dans la France intérieure, et on va voir ces cafés qui seront plutôt des tiers-lieux que des cafés, mais c'était déjà des tiers-lieux après-guerre. Un café, c'était une pompe à essence, un peu d'épicerie, un déjeuner le midi ou un dîner le soir, et un téléphone. Aujourd'hui, ce sera peut-être une borne électrique pour la voiture, des produits de l'agriculture responsables, et puis peut-être un déjeuner ou un dîner de qualité. Donc je pense que ces tiers-lieux vont revenir dans le milieu rural. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Par contre, Thierry, je vais vous garder pour l'interview décalée d'Autour d'un comptoir. Qui est Thierry Marx? Un gamin né dans une cité en briques rouges à Belleville, à Paris. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Le sport. Lequel? Le judo. Qu'est-ce qui vous exaspère? Qu'est-ce qui m'exaspère? Le manque de loyauté par moment. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui me fait rire? L'humour noir. Quelle est votre idée du bonheur? La bonne santé. Quelle est votre devise préférée? Être et durer. Vous êtes plutôt la tête dans les étoiles ou les pieds sur terre? Les deux. Je suis vertical. Vous êtes plutôt terre ou mer? Terre. Si vous étiez un quartier de Paris? Ménilmontant. Si vous étiez une musique? Si j'étais une musique, je serais la musique de mon enfance qui était l'accordéon. L'accordéon. Ce serait la voix de Piaf. Ma grand-mère écoutait Piaf en permanence. C'est lié au quartier? C'est lié au quartier, c'est lié aux Apaches. Si vous étiez un programme télévisuel? Si j'étais un programme de télé, ce serait un programme littéraire. Ouais, j'ai beaucoup aimé les programmes de Pivot, de Bernard Pivot. J'ai eu la chance de le rencontrer et il m'a offert toutes les émissions sur CD. Je les regarde de temps en temps, mais j'en avais quand même
regardais pas mal et je rêvais de parler comme ces gens qui venaient dans les émissions de Pivot. Vous êtes plutôt slow food ou fast food? Slow food. Pourquoi? Parce que c'est un lien à l'agriculture qui est très fort. Et je crois à l'agriculture régénérative. On défend ça chez OMI et chez Bleu Blanc Cœur. Et donc, slow food a été une grande idée d'une personnalité politique qui avait compris que l'alimentation c'était un enjeu politique. Un jeu politique dans le sens étymologique du terme, pas pour être élu. Mais Andrea Petrini est un homme formidablement investi entre le monde agricole et le monde de l'assiette. Et il a fait de la gastronomie cette idée de slow food, c'est formidable. Alors on est autour d'un comptoir. Vous êtes plutôt cocktail ou champagne? Ni l'un ni l'autre. Je fréquente pas tellement les comptoirs. Quand je suis au comptoir, c'est un café. J'aime les comptoirs, j'aime prendre un café. J'aime écouter les brèves de comptoir, les vraies. Celles qui n'ont des fois ni queue ni tête, mais qui sont des fois un peu plus profondes que celles des plateaux télé. Et ça m'intéresse toujours. Donc, mon café le matin avec un journal lié au sport et d'écouter des vrais gens qui se lèvent pour travailler. Des fois c'est dur, pas des vies faciles. Et autour de 2-3 cafés, finalement ils refont le monde et ils n'ont peut-être pas souvent tort. Pour quelqu'un qui n'aime pas autour d'un comptoir, merci d'avoir participé autour d'un comptoir. Merci Thierry Marx. Merci à vous.